Directeur des programmes qui se fait kidnapper par un gang et on l'oblige à regarder la télé, écoutez bien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais à regarder le pire parce qu'il réclame le meilleur. La télé diffuse des choses très mauvaises. Vraiment. Il y a le meilleur et il y a le pire. Il y a vraiment le pire sur certaines chaînes et il y a le meilleur sur d'autres chaînes. Non mais honnêtement, sur 24 chaînes diffusées gratuitement par la TNT, si on prend le soin de consulter un peu les programmes, on trouve toujours à toute heure du jour et de la nuit, on trouve toujours un programme enrichissant, intéressant, nouveau. Et tout. Mais il y a aussi des choses totalement consternantes. Bruno, vous aviez envie de dézinguer la télé, de vous faire des ennemis. Non, mais le bouquin est venu d'un truc plus sérieux. J'ai été un petit peu agacé de la façon dont certains médias ont traité l'actualité du début d'année avec les attentats de Paris. Et moi, j'ai vécu ça en 95 et ça m'a rappelé vraiment de très mauvais souvenirs. C'est pour ça, c'est un peu un bouquin en forme de coup de gueule sur certaines dérives de l'information. Mais comme je voulais pas faire un livre un peu sentencieux et très sérieux, je disais, bon, je vais le faire sous forme de farce, quoi, pour et ça fonctionne faire très rigoler très bien. Un peu, voilà. On se marre. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est en direct sur France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. Et notre premier invité pour cet après-midi, c'est Bruno Mazur. Alors, on vous a vu présenter le JT et lorsqu'on vous suit sur les réseaux sociaux, vous dites que vous avez désinformé la France. Oui. C'est sévère quand même. Non, mais c'est ma page de présentation sur Twitter. C'est pour montrer. Il faut toujours un peu beaucoup d'autodérision dans le bouquin. Il y a beaucoup ça m'aurait pas fait d'autodérision. marrer si vous ne vous étiez pas mis dedans. Voilà. Non, mais pendant au moins 13 reprises, je me traite de tous les noms. Non, à partir du moment où on épingle ses chers confrères, il faut accepter aussi la critique. Sinon, c'est pas drôle. Il y a 8 enterrements. Oui. Christophe Barbier qui meurt avec son écharpe, qui se prend dans les rayons de son Vélib. Oui, c'est triste. C'est triste, mais ça vous fait marrer. Bah oui. On sent que vous prenez un plaisir incroyable à dézinguer les autres quand même. Dézinguer, non, là c'est un clin d'œil. De même, notre cher Fleur Pellerin qui meurt, qui reçoit sa bibliothèque Ikea, qui se déglingue avec toutes les œuvres de Modiano sur la figure. Bon, c'est un petit clin d'œil, voilà. C'est drôle. Et en même temps, c'est plein de vérité. Ah oui. Parce que, vous l'avez dit, lorsqu'on regarde la télé aujourd'hui, c'est pas la télé d'avant, mais la télé de demain, vous qui la regardez encore, elle ressemblera à quoi selon vous? J'en sais rien, franchement. Mais il faut se méfier des projections parce que moi, ça fait 30 ans qu'on me dit que le journal télévisé, c'est terminé. Et donc, la grand-messe du 20h persiste et dure. Donc, je sais pas. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a maintenant l'intrusion de l'ordinateur et du web. Et déjà, il y a beaucoup de gens, à commencer par les nouvelles générations, qui regardent plus vraiment la télé, mais qui regardent leur ordinateur. Donc, il y aura sûrement à l'avenir une forme de consommation différente. Mais les Français, tout le monde critique la télé, mais les Français la regardent 3h40 en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y en a qui la regardent 6 à 7 heures. Bruno, est-ce que je dois arrêter la télé avant de devenir fou? Je fais comment? Vous ne me paraissez pas trop atteint, ça va à peu près. Vous êtes jeune encore. Vous connaissez bien la région en plus, vous venez souvent ici. Profitez-en, une partie de vos lecteurs sont là. Merci beaucoup Bruno et on retrouve tout de suite Anaïk. Du courage, on en a quand on fait de la télé. C'est que du privilège, franchement, n'est-ce pas Anaïk? Absolument, il fait toujours très chaud ici sous cette OL Georges Brassens. Nous sommes en compagnie de Joël Dicker. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous sortez le livre des Baltimore, la suite des aventures de Marcus Goldman, ou plutôt le prequel presque on pourrait dire. Oui, le prequel, mais il y a un lien entre les deux livres puisque Marcus Goldman, l'acteur principal, si on peut dire ça comme ça, de Harry Kéber, c'est vrai qu'on pense à un film presque. Revient dans ce roman où il raconte l'histoire de sa famille, des Goldman de Montclair qui sont ses parents et lui. Et les Goldman de Baltimore, qui sont la famille. Alors les Goldman de Baltimore qui le fascinent, qui sont plus riches que sa famille à lui. La jalousie sociale, c'est vraiment le thème du livre. La jalousie, oui, en général, parce que c'est un thème qui m'intéresse. Et je trouve qu'on est très jaloux, moi le premier. et on vit dans un monde, je trouve, où on a tendance à exacerber ça. Je pense par exemple au Twitter, au Facebook surtout, où on se met en scène en se mettant dans des conditions avantageuses. Regardez-moi. Donc on a ce besoin de créer de l'envie chez l'autre. Et c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors vous étiez attendu au tournant, on peut dire, pour ce deuxième roman, puisque le premier s'était vendu à 1,5 million d'exemplaires, je crois. Oui, en France. Vous avez, oui, parce qu'on ne compte pas l'étranger, vous avez hésité à poursuivre dans cette voie ou à vous tourner vers autre chose? Comment vous avez décidé de la suite? Non, c'est-à-dire j'avais commencé ce roman avant la parution de Kéber. Donc vous ne saviez pas qu'il aurait du succès? Je ne savais pas qu'il aurait du succès. Donc j'avais commencé ce roman en me disant que c'est ça que je voulais faire. Et puis Kéber est paru, il y a eu le succès. Et je me suis posé à un moment donné la question de savoir, voilà, est-ce que vraiment je dois continuer comme je pensais le faire? Parce que qu'est-ce que les gens vont se dire? Est-ce que je peux reprendre ce personnage de Marcus ou pas? Et au final, ce qui m'a poussé à le faire, c'est que c'était ce que je voulais faire vraiment.
Donc je me suis laissé guider par mon envie à moi. Et mon envie, c'était ça, c'était de raconter ce deuxième livre autour du personnage de Marcus, qui permet aussi de mieux centrer, de mieux comprendre, de mieux se concentrer sur le personnage de Marcus. Alors il y a vraiment une chronique de la vie sur les campus, notamment aux États-Unis. Moi j'ai pensé à John Irving parfois. Vous êtes fasciné par cette culture américaine. Est-ce que dans 30 ans on dira tiens, ça c'était la période américaine de Joël Dicker, puis après il est passé à autre chose? Alors je ne sais pas si je suis fasciné, mais les États-Unis sont un pays que je connais très bien, qui m'intéresse, qui sont un décor qui me plaît. Et je pense que c'est pour ça que j'en parle dans ces 2 romans. Le livre des Baltimore est mon 7e roman. Il y en a 5 avant qui ne sont pas du tout situés aux États-Unis. Donc oui, pour l'instant, les États-Unis, c'est qu'une période. On a vu dans vos romans qu'ils sont très visuels et qu'on se dit ça c'est un roman qui doit être adapté au cinéma ou à la télévision. Est-ce qu'il en est question ou pas? Il en est question, c'est pas encore signé. Ah. Mais j'espère avoir de bonnes nouvelles prochainement. Il vaut mieux prendre son temps pour avoir un bon film que d'aller trop vite et de ne pas avoir de film même. Parce que vous savez, souvent, les réalisateurs, les producteurs achètent des droits sans être sûr de faire un film parce qu'ils ne sauront pas s'ils auront le temps ou le budget, etc. Est-ce que vous avez déjà en tête un casting pour votre Marcus Goldman? Non, pas du tout. Je reste encore prudent. Alors vous avez un grand sens du storytelling, hein, tout au long du roman il est question d'un drame avec un D majuscule. Vous avez conscience qu'à un moment votre lecteur ça peut le rendre fou, hein, de ne pas savoir. Moi je l'ai vécu comme ça. Hein. Je vous demande pardon. Non, je ne me rends pas compte parce qu'en même temps il y a beaucoup d'histoires, il n'y a pas une histoire. Alors oui, il y a l'histoire du drame, vrai. Mais il y a beaucoup d'autres histoires. Il y a l'histoire de Marcus, il y a l'histoire de ses parents, il y a l'oncle et le frère. Enfin, il y a plein d'histoires qui s'entremêlent. Donc il faut avoir du temps pour parler de chacune d'elles. Donc voilà, il y a le drame aussi, mais le drame n'est qu'une des histoires que je raconte dans le livre. Et il y a beaucoup de gens qui vous attendent, je sais, sur votre stand, qui veulent une signature, qui veulent vous rencontrer. Merci beaucoup d'être passé nous voir dans cette émission. On va continuer à parler de jeunesse, Christophe, avec votre invité. Oui, enfin de jeunesse plutôt de la vôtre parce que Véronique de Villèle est là et c'était un cadeau pour vous. Je vous ai trouvé une coach puisque comme Joël Dicker est votre chouchou, j'imagine qu'il va falloir vous remettre en forme après. Vous êtes très ému, ça je le comprends. Non, sérieusement, c'est un habitué, regardez, qui rencontre des amis parce qu'il est ici chez lui. C'est la foire du livre de Brive, la 34e édition. C'est Christian Signol. Bonjour. Et on est toujours en direct sur France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes, nos si beaux rêves de jeunesse. Oui. Voilà un nouveau roman, un nouveau succès, puisque de toute façon, roman égale succès avec Christian Signol. 1936, Étienne et Mélina, ils découvrent une période, ils découvrent cette période des congés payés, ils rêvent d'autre chose, la Dordogne, et puis évidemment la ville de Toulouse. Vous avez exploré le thème de la jeunesse et d'un changement de société radical cette fois-ci. Exactement, c'est l'histoire de ces 2 personnages donc, qui vivent très heureux pendant leur enfance et leur adolescence dans la vallée de la Garonne. Un territoire de verdure et de lumière où ils sont très heureux, mais au moment de leur adolescence, justement, ils sont contraints de partir en ville pour des problèmes familiaux, mais également en raison de la crise économique des années 30, pour aller à Toulouse, dans une grande ville où il devient ouvrier dans une imprimerie et elle gouvernante dans une grande maison d'industriels qui travaille pour l'aviation. Et il découvre là un monde tout à fait nouveau, hostile, assez violent, auquel ils ne sont pas habitués et qui les rend pas très heureux, qui les oblige assez souvent à revenir vers le paradis de leur enfance. Le paradis de leur enfance, le thème souvent des souvenirs chez vous, de la nostalgie, de la mélancolie, avec ces enfants qui, sur la vallée de la Dordogne, se réfugient souvent sur une île. Oui. Et ça, d'un seul coup, ça devient le symbole, mais de toute une période aussi, parce que 1936, c'est une cassure. On en voit souvent le côté positif, oui. Mais il y a des aspects terriblement violents. Oui, en 1936, effectivement, le monde est rude et violent, mais en même temps, il y a un vent de liberté qui souffle assez extraordinaire. Et pour la première fois, eux, ils découvrent donc des congés payés et surtout les auberges de la jeunesse grâce aux billets de chemin de fer et la réduction de 30% qu'avait obtenu Léo Lagrange à l'époque. Et donc, pour eux, ils découvrent l'océan Atlantique, la mer, c'est la liberté absolue. C'est absolument extraordinaire. C'est un univers nouveau pour eux. Et un univers très différent aussi, parce qu'on est dans un milieu urbain, ils viennent d'un milieu rural. C'est aussi un thème que vous avez aimé explorer, exploiter, ça on le sent bien. Oui, c'est finalement le roman de l'exode rural, c'est-à-dire de toutes ces familles qui sont nées dans les villages et qui ont été obligées de partir dans les grandes métropoles, non pas par plaisir ou par une décision personnelle, mais parce que c'est là-bas que se trouvait le travail. Et ça concerne des milliers de familles et des millions de gens. Voilà. Ça s'appelle Nos si beaux rêves de jeunesse et c'est signé Christian Signol. Lorsque vous êtes ici,
vous êtes chez vous. Lorsque vous allez déjeuner, il y a déjà 40 personnes qui vous attendent. Est-ce que vous reconnaissez des lecteurs d'année en année ici à Brive? Oui, beaucoup de lecteurs très fidèles, qui viennent de loin mais toujours très fidèles, qui me disent d'ailleurs souvent « j'ai toute votre collection ». Ils parlent de collection, ce qui est assez extraordinaire. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir de retrouver les gens d'une année sur l'autre. Des gens à qui on sent qu'on fait plaisir en écrivant ce genre de livre. Vous participez à cette foire du livre, bien sûr, mais à beaucoup d'autres, et partout en France. Et les gens retrouvent cette Corrèze, cette Dordogne, parce que vous en avez fait aussi leur paysage. Ils aiment retrouver ces décors-là, parce que ce sont les vôtres dans chacun de vos romans, finalement. Absolument, et parce qu'ils sont tous plus ou moins d'origine rurale. Ils ont connu le monde rural au XXe siècle, n'avait été le même pour tous, et partout, dans toutes les régions, finalement. Donc, c'est un peu l'histoire de toutes les familles dans lesquelles ils se reconnaissent, dont ils ont entendu parler par leurs parents, leurs grands-parents, etc., etc. C'est un peu l'histoire de la société française, finalement. Christian Signol est présent ici jusqu'à demain soir, la dernière seconde de la dernière minute. Fabien Lecoeuvre fait un petit coucou aussi à Christian Signol. Il dédicace aussi son livre. Christian Signol est donc là jusqu'à dimanche soir à Naïc. C'est un livre aussi pour vous. On vous retrouve. Merci beaucoup Christophe. Je suis avec Philippe Jaénada qui est à Brive pour La Petite Femelle, ce roman qui est consacré à Pauline Dubuisson. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman féministe que vous avez écrit, Philippe Jaénada? Oui, presque malgré moi. Enfin, j'aime évidemment beaucoup les femmes, mais j'ai découvert, je voulais juste raconter l'histoire de cette femme et puis je me suis rendu compte que c'était absolument indissociable de l'histoire de toutes les femmes de cette époque-là. C'est édifiant, hein. C'est une femme qui a été condamnée aux travaux forcés parce qu'elle avait tué son amant et son procès a été à charge, hein, complètement. Ah, une véritable mascarade, enfin un combat dans le palais de justice de Paris ressemblait vraiment à une arène. Ouais. Avec toute une société, toute une génération masculine et en face, une petite jeune femme toute seule qui s'est fait écrabouiller. Son désir et sa loi, c'est ce que dit Pierre VI, c'est une bonne définition de la façon dont elle voyait sa vie et que les autres n'ont pas supporté d'ailleurs. Oui, en fait, c'était vraiment pas une rebelle, c'était quelqu'un de très simple, elle voulait juste faire ce qu'elle avait envie. Son désir et sa loi, ça fait un peu pompeux comme ça, mais par exemple, elle voulait être médecin. Donc elle voulait finir ses études de médecine, elle a repoussé les demandes en mariage de son fiancé parce qu'elle savait que si elle acceptait, elle pouvait ranger sa blouse d'interne et prendre un tablier, une casserole et en faire à repasser. Mais le simple fait qu'elle ait refusé parce que madame voulait devenir pédiatre, on a considéré que c'était scandaleux qu'elle refuse le privilège de devenir une bonne épouse de médecin. Puis il y a autre chose qu'on ne lui a pas pardonné, c'est d'avoir couché avec un Allemand au moins, en tout cas. Oui. Elle a été tondue pour ça. Ça ne passait pas non plus. Hein. Non, bien sûr. Alors évidemment, c'est pas bien de coucher avec les Allemands, c'est pas bien. Elle avait 14 ans. Elle a été poussée par son gentil papa qui avait besoin de signer des contrats avec l'occupant. Elle allait négocier ses contrats. À 14 ans, il y avait des beaux matelots allemands, grands, forts, bien habillés. D'ailleurs, vous dites que si ça avait été un jeune homme et que ça avait été des belles jeunes filles qui débarquaient d'Allemagne, ça n'aurait peut-être pas été jugé de la même façon. On l'a vraiment traitée comme une traînée, comme si elle était responsable à elle seule de toute la collaboration horizontale et verticale. Mais je dis dans le livre, effectivement, une ville qui serait envahie par des créatures blondes avec des seins énormes et des décolletés jusque-là et très demandeuses. Un garçon de 14-15 ans, évidemment, on lui aurait peut-être pas reproché de les avoir regardés de côté. Alors ce qui est passionnant, c'est donc l'iniquité totale du procès, l'humiliation, et on voit que ça a créé une vocation, celle de Jacques Vergès. Ça, c'est intéressant. Par exemple, entre autres, Jacques Vergès, c'est le premier procès auquel il assistait. Il avait commencé des études de droit quelques années plus tôt, puis il avait abandonné. Et en voyant ce procès, qui a été pour lui le symbole de l'injustice absolue, il a décidé de les reprendre et de devenir... elle a aussi influencé, sans le savoir, Patrick Modiano, qu'il l'a croisé dans la rue quand il avait 13-14 ans. Il a reconnu la femme qu'il avait vue dans le journal et il en parle encore après son prix Nobel. C'est une des premières choses qu'il a dites. Ça a vraiment influencé toute son œuvre et tout son état d'esprit. C'est aussi un livre qui est très drôle, hein, comme beaucoup de vos livres. Vous faites des apartés sur votre vie, notamment sur combien de fois vous avez utilisé le mot saucisse dans vos romans, par exemple, ou cette cuite que vous avez pris lors de la remise du prix de Flore. Rassurez-moi, ce soir vous sortez à Brive ou pas? Je sors au Cardinal, évidemment, mais je suis venu avec mon casque, donc, parce qu'au prix de Flore l'année dernière, je me suis fracturé le crâne mais, gravement, mais ce soir j'aurai mon casque, donc pas de souci. Ces apartés, c'est aussi pour prendre du champ sur la dureté de l'histoire. Hein, évidemment, parce que c'est un gros livre et ça permet de respirer un peu, c'est ça l'idée? En fait, elle a une vie qui est courte, mais qui est uniquement faite de tristesse, de pesanteur, de noirceur. Je ne pouvais pas la raconter comme ça. Et je me suis dit, c'est comme par exemple un 4 quarts, un gros 4 quarts, c'est un peu indigeste, mais quand on met des petits morceaux de pommes ou de poire dedans, ça ne change pas la nature du gâteau, mais c'est plus facile à manger. Donc j'ai ajouté ici et là mes petites anecdotes souvent ridicules. Et comment ça se passe avec vos lecteurs, les rencontres sur cette foire du livre? Vous étiez déjà venu? C'est formidable. Oui, je suis venu depuis 3-4 ans, je viens presque tous les ans. Cette année, ce livre-là a reçu un très bon accueil. Donc ça se passe bien, je vois beaucoup de monde, et puis les gens sont
sont gentils. Enfin, je suis vraiment content d'être là, oui, vraiment, jusqu'à ce soir. Merci beaucoup. Il fait très chaud sous cette halle. Merci Oui. beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vais vous reprendre le micro et je vais rejoindre tout de suite un autre écrivain qui est présent. C'est Boualem Sansal et qui est ici. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes là pour un roman qui s'appelle 2084, la fin du monde. Voilà. Vous nous plongez vraiment dans un cauchemar, on peut dire ça. Un monde sans loisirs, sans pitié. Le triomphe d'un totalitarisme islamique. Est-ce qu'il est possible réellement selon vous? C'est un cauchemar, mais quand même, n'effrayez pas votre public, c'est quand même une fiction. Oui. Voilà, et donc c'est une hypothèse de travail. Le but n'est pas de faire peur aux gens, le but est de leur dire faites attention, nous sommes en danger tous, par plein de choses, ce qui se passe en ce moment en Syrie, mais des systèmes totalitaires encore plus compliqués, et qu'il vaut mieux s'armer intellectuellement, moralement, et voilà, c'est tout. Il faut être D'ailleurs, courageux. vous-même, vous vivez toujours en Algérie, vous êtes Oui. menacé Pas du tout. Non? Pas du tout. Je ne suis pas menacé, ou pas plus que n'importe qui. D'accord. Vous savez, les gens de Charlie Hebdo, ils ont été tués à Paris. Hein. Oui. Donc maintenant, cette idée de dire qu'on est menacé, on l'est tous à peu près, tout le monde, partout. Est-ce que vous craignez une fatwa, par exemple? Est-ce qu'elle existe déjà? Non, vraiment pas. Non, je crois pas. Je crains plus le malade mental. Tout à l'heure, il y a eu un bonhomme qui est passé, qui avait, oui, ici. Ah ouais, on n'est pas à Alger, Oui, oui, bien sûr. ni à Kaboul, on est à Brive. Donc c'est quelqu'un qui apparemment a acheté ce livre ou je sais pas. Et il est passé, il l'a jeté violemment sur la votre table. stand? Oui. Alors j'ai pas eu le temps de le regarder, donc je ne sais pas si ce monsieur est un islamiste ou je ne sais pas qui, mais bon. Vous parlez d'islamite, vous dites que c'est vraiment le danger qui est à nos portes, l'islamisme. Certains disent que vous êtes lucide, d'autres que vous êtes pessimiste. La question ne se pose pas en termes pessimistes. On ne joue pas à la roulette. Hein. On est face à une réalité qui évolue et il faut l'analyser froidement et voilà et prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces menaces soient éradiquées, soient contrôlées. Et voilà, c'est tout. C'est pas. Et comment vous voyez l'avenir? Parce que 2084, c'est demain, hein, finalement. À quoi on doit s'attendre? Alors quand je vois certains ça dépend des gouvernements, hein, Oui. donc, ça dépend des pays. Il y a des pays qui sont gouvernés d'une manière sérieuse. L'Allemagne par exemple. Bon, c'est un État solide. On imagine que quelles que soient les difficultés qui vont arriver, ils sauront gérer la situation. C'est un peuple calme, froid, Et la France discipliné. La France ne l'est pas. La France est dans une situation délicate. Vous voulez dire qu'on ne mesure pas le danger qui nous attend? Pas vraiment. Mais il me semble que non, pas vraiment. En fait, si, les gens voient le danger, mais ils refusent d'en parler. C'est autre chose. Parce que c'est des périodes électorales, ils ne veulent pas se mettre en difficulté avec les uns, avec les autres. Il ne faut pas faire monter Ils ont peur de parler parce que ça fait monter l'extrême droite, parce que ceci, parce que cela. Pour vous, la solution, ça serait quoi? Réinventer la laïcité, par exemple? Moi, je pense que oui, la laïcité, il faut la renforcer. Il faut remettre cette chose, il faut la remettre en débat. Parce qu'on a tendance maintenant à parler de la laïcité comme d'une religion. C'est pas ça. Il vaut mieux peut-être parler du vivre ensemble. Apprenons à vivre ensemble et ne faisons pas de la laïcité une nouvelle religion, un nouveau système totalitaire qui donc empêche les gens d'être eux-mêmes. Les gens doivent rester eux-mêmes. C'est l'intérêt de la communauté dans son ensemble, que chacun soit lui-même et fier d'être lui-même. Ce qu'il faut, c'est lui apprendre à vivre avec les autres. Et ce sera le mot de la fin. Le débat se poursuit, il est passionnant. Je vous laisse rejoindre votre stand. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans cette émission sur France 3 Limousin et sur France 3 Poitou-Charentes, je vous le rappelle. Un peu de légèreté pour terminer avec votre invité, Christophe, qui est Gonzague Saint-Brice. Et beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, de recevoir Gonzague Saint-Brice. Bonjour Gonzague. Bonjour. Gonzague Saint-Brice, madame, monsieur, habillé en bleu roi de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il signe Louis XI. Louis XI, le méconnu. Oui, Louis XI est un roi méconnu.
parce qu'on a souvent dressé de lui un portrait que vous avez jugé un peu trop sévère, Gonzague. Oui, parce qu'il y a une légende noire autour de Louis XI, les cachots, les prisons, cet homme tellement cynique, diabolique dans ses constructions politiques, mais c'est lui qui a fait la France d'aujourd'hui. C'est lui la France dessinée avec le duché de Bretagne, le duché de Bourgogne, c'est lui. C'est un homme aussi très sensible. Un jour, il est dans la forêt de Loches, un chevalier vient lui dire un secret, vient lui dire qu'il a perdu son fils François qui vient de mourir. Et là, Louis XI a ce réflexe incroyable de dire dans la forêt, faites venir les bûcherons et abattez tous les arbres autour de moi pour créer un espace de deuil. Alors, il est sensible et il est aussi terriblement moderne, cet homme-là, parce qu'il est nomade. Mais c'est normal à l'époque. Il adore son pays, il déteste les grands, il se promène dans toute la France. Il défend le peuple en permanence. Hein. Avec sa baignoire, avec sa cage à oiseaux. Il est toujours avec les Français, il aime les rencontrer. Et il invente même le SMS parce qu'il veut communiquer et il veut tout savoir de ce qui se passe. Attends, comment ça il invente le SMS? Le SMS, en fait, c'est les bottes de 7 lieues. Les bottes de 7 lieues, c'est l'origine de la poste en France. Il fait que toutes les 7 lieues, c'est-à-dire tous les 25 kilomètres, il doit y avoir un homme à cheval, le cul sur la selle, qui est prêt pour aller envoyer le message. Mais pourquoi on n'a pas eu des profs d'histoire comme ça? Non, ça aurait été génial, franchement, mais absolument génial. Le Clos Lucé, c'est un endroit, évidemment, que vous adorez. Il y a un lien avec Louis XI, parce qu'il le donne à son favori. Quelle preuve d'amour ou d'amitié? D'amitié. Oui, parce que Louis XI a des conseillers qui sont là pour toutes ces manigances, pour abattre ses ennemis comme Charles le Téméraire, qui est un homme qui porte un énorme diamant sur son casque, le Sancy. Et le Clos Lucé d'Amboise a été donné à Étienne le Loup par Louis XI. Et nous, quand nous étions petits, qui avons été élevés au Clos Lucé, on avait une nurse qui nous disait « Si vous n'êtes pas sage, vous allez avoir affaire à Étienne le Loup ». Calme-toi, Gonzague, ça va bien se passer. Calme-toi. Pardon. Et alors, Louis XI met fin à une guerre que vous avez tous appris dans vos cours d'histoire. C'est la guerre de 100 ans. Absolument. Il fait la fin de la guerre de 100 ans et alors que son père, il a toujours détesté son père Charles VII, qui n'était que le petit roi de Bourges, Louis XI, qui a peur de la mort, à sa mort, laisse une France entière dans les frontières d'aujourd'hui. Il laisse la France en paix et il fait passer la France du 15e au 16e siècle, du Moyen-Âge à la Renaissance. Les 3 rois qui vont suivre, qui sont Charles VIII, son fils, Louis XII et François Ier, seront les rois de la Renaissance. François Ier, né en Poitou-Charentes à Cognac, ça fera plaisir à nos amis picto-charentais. Est-ce qu'avec ce livre, vous avez le sentiment que Louis XI est mieux connu ou il reste encore des tonnes de mystères? Parce qu'il est très mystérieux, ce roi. Et il est mystérieux et ce qui est merveilleux, c'est sa psychologie, son amour du peuple et cette façon, en effet, de circuler dans toute la France et son amour des animaux. Il avait une ménagerie dans la forêt d'Amboise avec un éléphant. Incroyable. Pour en savoir plus, lisez Louis XI le méconnu et c'est signé par le truculent Gonzague Saint-Brice à Naïc. Et oui, à mon tour de vous donner un coup de cœur pour cette foire du livre 2015. C'est Delphine de Vigan, d'après une histoire vraie. Elle nous avait fait le plaisir d'être sur ce plateau il y a 2 ans pour son magnifique roman sur sa mère, Rien ne s'oppose à la nuit. Eh bien, l'après-succès de ce roman, il est traité dans ce livre, ainsi qu'une amitié toxique. C'est un thème d'actualité dans les romans de la rentrée. C'est un roman émouvant, il est drôle, il est malin, comme tous les livres de Delphine de Vigan, que je vous recommande. Il y avait d'ailleurs une adaptation hier soir des Heures souterraines qui est passée sur Arte. Il y a aussi Noé
et moi. Il y a aussi bien d'autres romans qu'elle a écrits. Elle est là-bas et c'est l'une des auteurs qui a le plus de public qui vient signer sur son stand. Et voilà, Christophe me rejoint pour dire au revoir. Christophe, c'est la fin. Hein. Pour dire au revoir et vous dire le plaisir qu'on a eu de vous accompagner tout au long de cette journée avec les équipes de France 3 Limousin, France 3 Aquitaine, et nous étions aussi diffusés sur France 3 Poitou-Charentes. Merci à eux, merci à vous pour votre fidélité. Allez rencontrer les auteurs. Lisez ces livres. Ça ouvre le monde comme vous ne le soupçonnez pas. C'est un véritable plaisir. Passez une excellente fin de journée. La foire du livre de Brive, ça continue jusqu'à demain soir. N'est-ce pas, Gaillarde? Are you with